Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette troisième émission des infos TCBH de la saison. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Mon nom est encore Marc-André Pépin et je vous présente les actualités de la semaine. Le 4 septembre, c'était la croisière s'amuse à bord de l'Héritage 1 et on y faisait du tricot. Notre reporter Diego Marasco s'est rendu à bord de l'Héritage pour pouvoir suivre les tricoteuses au cours de leur journée. Par la suite, c'était le Maillon des Basques qui fêtait ses 10 ans le 22 septembre dans le parc de l'église de Trois-Pistoles. Et pour l'occasion, Mme Julie Ouellette du Centre Alpha des Basques, qui est l'organisme porteur, si vous voulez, du Maillon, a pu rappeler les grandes lignes de cette journée. Le 26 septembre, notre reporter, Véronique Labbé, s'est rendue au bord du fleuve pour nous faire un topo sur la spatule rosée. La plupart d'entre vous savez de quoi il s'agit. Puis, on fait un tour à la salle des Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles, où c'était le dévoilement d'une murale le 27 septembre. Également, dans l'émission, on vous présente une entrevue avec Ghislain Vachon, le coordonnateur de la TCBH, qui nous présente une toute nouvelle émission d'archives qui verra le jour sur nos ondes très bientôt. On fait un retour sur l'Héritage 1 qui fait la traverse entre Trois-Pistoles et les Escoumins, mais cette fois-ci pour rencontrer son capitaine Jean-Philippe Rioux, qui nous parle de la saison de la traverse 2023, mais également d'autres projets qui ont eu lieu et qui auront lieu au cours des prochains mois. Finalement, on vous présente le lancement du tout premier volet du financement de l'église Notre-Dame-des-Neiges. Mais pour débuter l'émission, bienvenue à bord de l'Héritage 1 afin de parler de tricot. Bonne émission! C'est dans la bonne humeur et dans le partage que s'est tenue le 4 septembre dernier une mini-croisière bien particulière à bord de l'Héritage 1 qui fait la traversée entre Trois-Pistoles et les Escoumins. Une activité tricot-jasette était organisée par la propriétaire de la boutique Le Mouton Noir Lainerie de Trois-Pistoles, Mme Barbara Tchelas. L'ambiance familiale et bon enfant de la boutique Le Mouton Noir a favorisé le développement d'une belle communauté autour du lieu et de la création de liens solidaires entre les tricoteuses. C'est lors d'une de ces rencontres qu'a émergé l'idée originale de transformer un tricot-jasette en une mini-croisière de tricot. Une fois la traversée faite, l'horaire démarré a permis aux participantes de profiter d'une pause bien méritée de quelques heures aux Escoumins et qui leur a permis d'être reçus au restaurant La Poissonnerie des Escoumins afin d'y déguster un bon repas avant de reprendre la traverse du retour. Cette séance de tricot collectif a permis aux participantes d'échanger conseils, trucs et secrets du tricot. Quelques participantes ont été questionnées sur l'origine de leur goût pour le tricot. J'ai appris à tricoter très jeune avec ma mère. Par la suite, avec une amie aussi, puis avec des livres de tricot. Bien, moi, c'est ma mère qui m'a appris jeune, parce que ma mère, c'était une tricoteuse, une crocheteuse, puis elle m'a appris jeune. Mais là, tu sais, l'adolescence, tout ça fait que tu délaisses ça un peu, les études. Puis après ça, à un moment donné, c'est comme une graine qui a été semée, puis là, ça revient. Il leur a également été demandé ce qu'elles pensaient du tricot en communauté. La différence, c'est que ça permet d'avoir des nouvelles idées de trucs qu'on ne penserait pas faire.
Ça permet d'apprendre par d'autres qui sont meilleurs que nous et vice-versa. On bonifie les patrons, on les personnalise, puis la synergie du groupe, c'est toujours un plus, peu importe l'activité. Finalement, on leur a demandé leur opinion sur l'idée que le tricot était le yoga de l'âme. Quand on tricote, on oublie tout. Okay. On est concentré sur notre projet et c'est relaxant. C'est que quand tu te consacres à ça, c'est les couleurs, moi, ça me parle parce que c'est quelque chose qui m'allume. Puis après ça, c'est comme le jardinage. Quand tu as les deux mains dedans, tu penses plus à rien. C'est les tracas, c'est juste du beau. C'est une façon comme une autre d'installer de la zénitude, de se calmer, de se centrer, d'être au présent, avec le plaisir manuel de toucher une texture qui est agréable à manipuler. Puis je rajouterais que l'histoire du groupe d'activités comme ça, c'est incroyable. La créativité, la stimulation que ça a faite de plein de gens qui ne se connaissaient pas d'un peu partout, dans le Bas-Saint-Laurent, de Québec à Matane. C'est vraiment quelque chose qu'il n'y avait pas dans le coin, puis c'est vraiment sympathique. Fait que merci à Barbara et Alain. Nous laissons le mot de la fin à l'investigatrice de cette croisière s'amuse. Bien, en fait, on a autour de la boutique rallié une grande communauté de tricoteuses et on avait envie d'organiser pour la fin de l'été une activité plutôt ludique. Je pense qu'on a réussi. Ça a été extrêmement apprécié. On a eu 32 tricoteuses qui ont eu envie d'embarquer avec nous et puis ça a été un échange extraordinaire. On a d'autres événements qui s'en viennent, c'est des surprises, mais on travaille sur des activités spéciales, toujours pour rallier nos tricoteuses. Et puis, c'est des événements qui permettent de partager beaucoup d'informations, d'expertise. Et les tricoteuses ne se sentent pas toutes seules dans leur coin. Ça fait du bien, cette énergie-là, l'énergie de groupe. Et on la sent autour de la boutique. Alors, j'avais envie de le partager avec les clientes qui n'ont pas eu la chance de venir encore, mais qui vont certainement venir dans les prochains jours. Hey, bonjour tout le monde! On fête notre 10e anniversaire. Dans le fond, ça fait longtemps qu'on est un petit comité qui travaille fort à promouvoir, à travailler sur des activités, des services, des outils, des formations qui est pour la prévention dans les Basques. On se réunit, c'est ça, aujourd'hui dans le parc de l'Église pour souligner l'immense chemin qu'on a parcouru dans ces 10 années-là, mais aussi pour marquer officiellement le lancement de notre répertoire. Vous avez vu, on a un petit document ici. C'est le répertoire des organismes, des services qui sont pour les citoyens dans les Basques. Comment on se procure le répertoire? Bien, c'est pas compliqué. Vous allez dans les municipalités, dans les organismes que vous connaissez, dans les bureaux municipaux. Mais bientôt, il va y avoir le lancement, en tout cas, pas bientôt, aujourd'hui, c'est vrai, c'est aujourd'hui. On l'a tellement reporté que c'est aujourd'hui. Le lancement du site Le Maillon des Basques. Dans le site, vous allez avoir tous les petits onglets puis le répertoire qui est là, que vous allez pouvoir le consulter. Il y en a plusieurs qui se demandent c'est quoi en fait le maillon. Et moi, je suis là pour vous dire en fait qu'est-ce que c'est. Le maillon, c'est un outil qui nous sert pour se servir, pour venir en aide à nos proches, pour offrir de l'information à des personnes qui sont dans le besoin, ou encore pour se renseigner sur ce qui existe à la proximité de chez soi. Les Basques, ça regorge d'organismes qui offrent une tonne d'activités et de services. Le maillon aussi il est là pour vous aider à en apprendre plus sur ce qui est à disposition dans le milieu.
On réserve également de belles surprises dans les prochaines semaines avec la refonte du site web de Maillon. On m'a confirmé tantôt que c'était correct, le Maillon. On peut aller sur le site sans aucun problème. Je sais qu'il y avait eu des petites complications, mais c'est réglé. Puis sinon, ben c'est ça, en fin de journée, c'est rendu possible avec la participation de Croque Ensemble des Basques. Et il doit y en avoir plusieurs qui connaissent Croque Ensemble. Puis comment passer sous le silence de la générosité de tout le travail d'équipe de Croque Ensemble qui nous offre aujourd'hui le délicieux repas chaud que vous avez sûrement déjà senti, ça sent super bon. On dit un grand merci à vous, à toute l'équipe de Croque Ensemble. Puis on vous invite donc à découvrir nos outils, rencontrer les organismes impliqués dans le projet, puis déguster ce savoureux repas avec nous. Donc on vous souhaite une très bonne journée. Je tenais à vous parler cette semaine de la spatule. Oui, de la spatule. La spatule rosée. Non, pas cette spatule-là. La spatule rosée est un oiseau qui ressemble étrangement au flamant rose. C'est un oiseau qu'on ne retrouve pas au Canada. Mais elle a été observée ici, dans le Bas-Saint-Laurent, cet été. Normalement, c'est un oiseau qu'on retrouve au sud-ouest des États-Unis, en Floride, au Texas, en Louisiane et en Amérique centrale. La seule présence au Québec, c'est en 2018, en Beauce, en Ontario en 2009 et au Nouveau-Brunswick. Ce n'est qu'en 2023 qu'on a pu la retrouver, comme je vous disais, au Bas-Saint-Laurent. On l'a retrouvée à Rivière-du-Loup, à Rivière-Trois-Pistoles, à Pointe-au-Père et à Baie-du-Fèvre. Alors, si vous la croisez, dites-lui salut de ma part! Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là ce soir, en cette fin d'après-midi, chaude et ensoleillée pour ce temps-ci de l'année, ma foi. On est chanceux. Je m'appelle Alexandra Zawadzki-Tucret, je suis coordonnatrice de la Maison du Notaire et j'ai eu l'immensissime privilège de travailler en collaboration avec le comité de lutte aux préjugés qui m'accompagne sur le projet de mural. Donc, c'est moi qui vais animer cette petite élocution. Voilà, c'est un projet qui était un projet par et pour la communauté, hein, fait que ça nous fait très, très plaisir de vous voir en si grand nombre pour l'accueillir chez vous. Quelle belle journée! On est vraiment chanceuse d'avoir cette belle température pour célébrer cette œuvre incroyable qui est née dans la tête d'une personne accompagnée avec plusieurs autres. Alors, cette personne-là n'est pas avec nous aujourd'hui, c'est ma fille Alissa Simons-Bélanger, mais j'ai eu l'occasion de lui parler aujourd'hui et de lui dire que l'événement se passait ce soir. Alors, elle avait quelques paroles transmises par moi à partager avec vous. Alors, premièrement, elle se dit tellement fière du comité, du CLAP, Comité de la lutte aux préjugés, relié à la pauvreté, et que ça a été un effort magnifique. C'est un trajet artistique qui a voulu embellir Trois-Pistoles, mais aussi de mettre des images que tout le monde pourrait admirer au sujet de ce qui rend Trois-Pistoles si spécial. Oui, il y a le côté fleuve, il y a le côté campagne, etc., mais aussi les gens, l'entraide, le sens de communauté, l'implication des gens dans cette communauté qui rend cette communauté si spéciale, si unique. Et moi, je dirais que
si d'autres communautés pourraient se servir de la nôtre comme exemple, on pourrait vraiment embellir le Québec au complet. Alors, c'est ces mots qu'elle est très émue. Moi, je lui ai envoyé les photos pour lui montrer l'œuvre. Et une petite histoire au sujet de Danaé. Danaé Brissonnette, qui est l'artiste, avait appliqué lors de la première demande auprès des muralistes. Et malheureusement, elle avait manqué la date limite par une journée. Elle avait eu un contretemps, puis elle a réalisé qu'elle l'a manqué par une journée. Alors, avec tout ce qui s'est passé, le fait que la muraliste initialement choisie est tombée malade et ne pouvait finalement pas conclure l'œuvre choisie, ben, moi j'ai dit à Danaé, j'ai dit, regarde, c'était fait pour toi. Puis je pense qu'en regardant l'œuvre, il n'y a aucun doute que c'était fait pour elle. Puis moi, j'aimerais ça qu'on lève tous un verre au comité, Alexandra, Alissa et Danaé, sa mère. Bravo! Alexandra, tu me disais de prendre le mot de la fin. Moi, j'aimerais remercier le conseil exécutif des Chevaliers de Colomb. Oui. Ils ont accepté. Au début, on disait de faire barbouiller après la bâtisse. Mais là, on dit plus ça. Parce que quand on avait parlé de faire le mural, notre CA pensait que c'était fait à canette, tu sais. Fait que là, on a expliqué vraiment c'était quoi le mural, puis là, il a embarqué dans le projet. Alors, merci à mes membres. Merci au comité qui était en avant de vous tantôt d'avoir choisi notre bâtisse, parce que je pense que la salle des Chevaliers de Colomb va devenir de plus en plus populaire. Oui. Et un gros merci à Danaé qui était avec nous pendant 2 semaines de temps, que je voyais quasiment tous les jours, puis que j'arrivais, puis là, elle avait changé le bateau de place, puis elle avait changé l'autre affaire de place. C'est un artiste vraiment, vraiment formidable. Alors, merci, puis merci à tout le monde d'être ici. Et gênez-vous pas pour dire que la salle de Chevaliers de Colomb est belle. C'est le comité de lutte aux préjugés des Basques, qui est un comité citoyen. En fait, c'est leur initiative à eux et elles là, de créer une murale au cœur de Trois-Pistoles pour, dans l'objectif de valoriser, de visibiliser, de faire parler de la solidarité sociale, de vivre ensemble, de l'entraide et tout ça. Donc, de là est née l'idée du projet. C'est un projet qui est passé par plusieurs soubresauts. En fait, il devait être annulé là, à un moment donné. Puis là, moi, j'ai comme décidé j'ai proposé en fait d'apporter du soutien au projet pour qu'il puisse aboutir. Fait qu'on a lancé ça cet été pour la phase concrète là, du projet. Fait que là, j'ai recruté une artiste qui s'appelle Danaé Brissonnette qui a créé la murale que vous voyez derrière. Lorsque je suis arrivée ici, j'ai regardé la murale attentivement, mais peut-être pas assez. Oui. Puisque durant l'élocution tout à l'heure, vous avez mentionné plusieurs détails. Oui. Il y a des choses que moi, je connaissais pas. Oui. Est-ce que la murale va être expliquée à quelque part? Oui, on va mettre une petite plaque là, qui va être affichée sur la murale, sur laquelle vous allez pouvoir lire l'intention du projet, tout ça. On mettra pas toutes les réponses parce que ça nous prendrait 3-4 panneaux. Là. Je pense qu'il faudrait recouvrir la murale d'un panneau pour pouvoir l'expliquer parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Mais c'est des éléments qui sont issus du folklore de l'histoire locale, de la forme de la flore locale. Donc, on va laisser aussi place à l'imaginaire des gens puis les laisser découvrir aussi des petites surprises. Là. C'est une murale qui, à chaque fois qu'on passe devant, là, on peut passer beaucoup de temps puis toujours y trouver des nouvelles choses qu'on n'avait pas vues. La première chose qu'on voit, je pense que c'est 3 éléments sur la murale. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Donc, il y a 3 éléments principaux. Il y a un cheval qui est le cheval noir de la légende du cheval noir qui est bien connu à Trois-Pistoles. Vous avez un personnage qui est un humanoïde, mais qui est comme fait en rosier sauvage, qui est aussi comme un symbole de résilience. Hein. C'est souvent une plante qui pousse au bord des grèves dans un endroit où il y a beaucoup de vent, dans des sols un peu ingrats. Puis vous avez un canard qui est une sarcelle d'hiver, qui est un canard qui vit ici dans la région.
c'est ces trois personnages-là là, qui symbolisent d'une certaine façon, là, ils se tiennent par les bras et puis symbolisent d'une certaine façon là, cette entraide, là, cette communauté-là. Vous avez donc un mélange entre des formes humanoïdes, la faune, la flore, les légendes locales. Et c'est comme si c'est tout ça ensemble là, qui fait le tissu qui forme la communauté, finalement. Ces trois personnages-là, c'est ça, se tiennent et ils font mine de s'en aller dans la même direction là, ensemble. C'est le sujet de la murale. Comme le hasard fait bien les choses, je me retrouve en compagnie de M. Ghislain Vachon, qui a fondé Télébasque il y a maintenant presque 20 ans. Bonjour, M. Ghislain Vachon. Bonjour, Véronique. Comment on se retrouve? Comment on se retrouve? Tu vas me lâcher le monsieur. Hein? OK, oui. Bon. T'as bien raison. Hein? Oui, bien raison. Hey, Véronique, ça me fait plaisir que tu sois de retour. De retour, en réalité, c'est ta première présence à la télévision communautaire. Oui. Avant, c'était Télébasque. Mais maintenant que tu sois de retour à la télé, dans les Basques et la région, ça nous fait plaisir de t'accueillir à nouveau. Et puis, je suis sûr et certain que les gens vont apprécier ton retour. Donc maintenant, c'est TCBH, mais il ne faut pas oublier les années passées à Télébasque que tu as fondé. Il y avait le Babillard qui passait en continu sur les ondes, puis aussi il y avait les bulletins de nouvelles. Oui. Il y avait les bulletins de nouvelles qu'on couvrait, moi et d'autres acteurs, d'autres reporters qui étaient là durant ces années. Donc, pendant plus de 11 ans. Oui, pendant plus de 11 ans, tu as créé 16 émissions qui vont passer. Oui. Qui sont... c'est tiré des archives, justement. Il y avait eu 169 bulletins, que ça s'appelait l'émission à l'époque, ça s'appelait « Le monde nous regarde ». Et puis là, ben, c'est un ami d'ici, les gens le connaissent, Benoît Roux, qui m'a dit « Hey, Ghislain, tu devrais aller chercher dans les archives que la télévision communautaire a acheté de Télébasque, et puis faire un peu comme Radio-Canada, et dire, bon, ben, à l'époque, ça s'appelait « Le monde nous regarde », et maintenant, c'est « Le monde nous regardait », pour dire à l'époque. Là, ça m'est venu l'idée de ça. Il y a aussi le gouvernement, là, il y avait le gouvernement du Québec, le MCCQ, ministère de Communication, Culture et Communication du Québec, offrait là, des programmes en partie pour du développement numérique, du déploiement numérique pour les télévisions communautaires, les petits médias. Donc, on est allé chercher là, des sommes d'argent qui nous a permis de réaliser ça. C'est sûr qu'entre-temps, il y a eu ce qu'on a appelé la pandémie COVID-19, fait que ça a été... C'est un peu particulier à réaliser. Mais à travers tout ça, on a réussi à trouver 15 sujets. Donc, il y avait beaucoup de contenu dans le fonds d'archives qu'on pouvait parler de ces sujets-là à l'époque. Et puis, on est allé chercher des acteurs qui étaient les acteurs d'actualité de l'époque et on a essayé de les interviewer aujourd'hui par rapport aux 15 sujets là, qu'on avait retenus. Est-ce que je peux en nommer quelques-uns? Absolument, parce que moi, je ne me rappelle pas tout de suite. Ça me prend la liste. Bon, il y a une émission qui va porter sur M. Marcel Desjardins. Marcel Desjardins. Qui n'est plus de ce monde, malheureusement. Mais je pense que tu trouvais ça important de lui garder une petite place dans Télébasque. Parce que s'il n'y avait pas eu Marcel Desjardins, il n'y aurait pas eu de télévision. Oui, on l'aurait démarré au début, mais au moment donné, le premier écueil qu'il y a eu, probablement que la télévision aurait fermé. Alors, Marcel nous a trouvé un local ici au 15 Notre-Dame-Est, à Trois-Pistons, de l'ancien collège Notre-Dame. Alpha des Basques était déjà au premier étage. Ça nous prenait un local. On n'avait pas les moyens là, de louer un espace locatif là, à plein prix. Donc, Marcel Desjardins nous a donné un coup de main. Et en plus, Marcel, il a ouvert beaucoup de portes. Marcel était tout le temps à la défense de la télévision. Et puis, il s'impliquait de plus en plus, mais malheureusement, la vie étant ce qu'elle est, à un moment donné, il y a un début et une fin. Et celle de Marcel est arrivée trop tôt. Mais donc, j'ai pensé que c'était important de souligner, pas seulement pour ce qu'il a fait pour la télé. Marcel Desjardins a fait beaucoup de choses pour la région ici. Après ça, il va y avoir une partie sur l'éco-fête, il ne faut pas l'oublier. Après ça, il y a eu l'épisode du barrage. Ah, ça, le barrage. On ne peut pas l'oublier. Mais le barrage, en réalité, Éco-Fête est né de l'opposition au barrage et la télévision communautaire est née. Bien, c'était pas communautaire à l'époque, c'était à caractère communautaire, elle était à nous autres de façon privée. Okay? On n'avait aucune subvention, on payait de notre poche. Excusez si je suis un peu dissolu, c'est que l'Éco-Fête est né de l'opposition au projet de barrage et la télévision est presque née en même temps que tout ça, Éco-Fête. Bref, finalement, la première année d'Éco-Fête, c'était la première année que
Télébasque à l'époque existait. Il y a eu plusieurs entrevues avec le maire Jean-Pierre Rioux concernant l'eau potable et la naissance de l'usine de filtration. Je me rappelle d'avoir été visiter directement sur le site avec nos caméras, avec les moyens qu'on avait ici. Oui, et je pense qu'on n'apprendra pas aux gens qu'ici, chaque fois dans la région qu'il y a un projet important, c'est à grand déploiement. Oui. Hein? Tant les gens aujourd'hui ne réalisent plus qu'est-ce que c'était à l'époque. Parfois, il y a un avis d'ébullition d'eau, comme dans n'importe quelle municipalité. Ils ont joué dans l'aqueduc, ils sont obligés de faire un avis d'ébullition d'eau. Mais avant, lorsque je suis arrivé, il y a 20 ans à Trois-Pistoles, on manquait d'eau. La qualité de l'eau était... C'était médiocre un peu. C'était très médiocre. Maintenant, on a de l'eau potable. C'est sûr que l'été, il faut faire attention, comme dans à peu près n'importe quelle municipalité. C'est de l'eau, à un moment donné, il ne faut pas la gaspiller non plus. Et à Trois-Pistoles, il y avait... Pour quelqu'un qui venait de l'extérieur, il n'y avait pas d'eau potable, en réalité. Et puis, ça a été une saga, puis on a retenu effectivement un épisode juste pour l'eau potable. Bon, une dernière que j'aimerais parler ici. Moi, je parle beaucoup. Non, pas du tout. Oui. Victor Lévy-Beaulieu. Il y a un épisode sur lui. Je me rappelle très bien de l'avoir interviewé au Grenier d'Albertine. Il y avait eu une exposition, je crois, sur toutes ses réalisations, l'héritage, Bouscotte. Ça, je me rappelle très bien de l'avoir rencontré pour la première fois. J'avais été très impressionnée par cette personne, ce personnage, on peut dire. Hein? Oui, VLB, oui, c'est un personnage à la base. Lorsqu'on le connaît, moi, je ne vais pas dire que je le connais personnellement, parce qu'on se tape dans le dos, comme cochon en foire, comme on disait. Non, mais donc je le connais assez relativement bien. Et puis, c'est quelqu'un, il y a l'être humain en tant que tel, puis il y a le personnage VLB. C'est sûr que le personnage repose sur l'être humain, mais ici dans la région, VLB, c'est un incontournable. C'est quelqu'un qui aurait pu finir sa vie à Montréal. Il est resté ici en région. Il est revenu en région. Non seulement, non, il est parti, mais il est revenu. Il est parti à un âge, je crois qu'il avait peut-être, il était jeune adolescent lorsqu'ils sont partis du coin, peut-être même enfant. Et puis, la région ici, ça aurait pu être... comme beaucoup, là. Tu vois, je suis venu au monde à tel endroit, mais je ne suis jamais retourné, j'ai passé toute ma vie ailleurs. Bon, je vous ai nommé quelques-uns. C'est sûr qu'il faut vous réserver quelques surprises pour l'émission. Il y a 16 émissions, dont une introduction, donc 15 sujets sur la télévision communautaire de ce temps, Télébasque, on peut la nommer. Maintenant, c'est rendu TCBH. TCBH, Télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. C'est pour ça qu'on dit TCBH. qui est né en 2016. Oui. Donc, là, on se retrouve en 2023. Je trouve ça intéressant que tu aies pris du temps pour mettre ça tout en œuvre, tous ces épisodes-là. J'ai trouvé ça bien amusant de me retrouver sur les ondes, au Parc du Mont-Saint-Mathieu, au Parc de l'Aventure Basque, des endroits où j'ai travaillé dans le temps. Puis c'est le fun de revivre ces moments-là. Il n'y a pas seulement... j'ai un peu tourné les coins ronds. Là. Non. Il y a la série en tant que telle, mais en réalité, si vous allez sur le site web de la TCBH, il y en a déjà disponible et ça va devenir de plus en plus. C'est que vous avez le bulletin de nouvelles original. Tous les 169 épisodes vont être là, disponibles gratuitement sur Internet. OK. C'est intéressant. Et puis, c'est sûr que là-dedans, il faut vous dire qu'à l'époque, on tournait avec des caméras qui aujourd'hui, il n'y a plus personne qui voudrait toucher à ça. Non, donc, je me rappelle très bien. Si les gens disent mais la qualité, oui, mais c'était ça la qualité de l'époque. Et puis, c'était la qualité dont on avait les moyens. Donc, c'est disponible. Et aussi, il y a eu un gros travail de fait, c'est que tout est indexé à la seconde près. Fait que si vous cherchez quelqu'un, mettons, une intervention, je ne sais pas, moi, Victor Lévy-Beaulieu, vous avez vous pouvez savoir dans quel épisode où est Victor Lévy-Beaulieu, et il parle de telle minute, telle seconde, à telle minute, telle seconde. C'est sûr qu'il y en a, on a des commentaires négatifs de certains épisodes, c'est parce qu'il a fallu... parfois, on est obligé de prendre des VHS puis renumériser. Donc, parfois, il y a de la désynchronisation. Mais envoyez-nous vos plaintes, on va corriger. Non, mais je me rappelle très bien de partir avec André, que j'oublie son nom de famille. André April. André April, c'était le caméraman qui m'accompagnait, puis moi, j'avais aucune expérience, mais André a réussi à nous mettre à l'aise, puis on faisait avec rien, puis on montait quand même quelque chose de très bien.
Et on avait du plaisir. Sortir même d'un bac à recyclage. Un bac à recyclage. Il faut vous dire qu'on était innovants, parce que 2 semaines après, à Rivière-du-Loup, on faisait sortir Marie-Douce, ou une des commentatrices maison, d'un bac quelconque. Donc, on était quand même regardés dans la région. Je dirais seulement que j'étais allé filmer au Saut Mackenzie. Ici, je nourrissais les mésanges dans mes mains. Je filmais... quelques semaines plus tard, on a eu la même chose dans les autres stations de télévision. Une petite interlude. Des petites interludes. Donc, si on a pu aider la région, ça nous fait plaisir quand même. Mais c'est ça. Donc, moi, c'est une invitation que je lance à la population. Regardez ça, ça va commencer à partir du 3 octobre. Ça va se poursuivre pendant tout l'automne. Et tout l'hiver, ça va se terminer la première semaine de mai 2024. Donc, c'est ça, c'est 3 fois par semaine. Et aussitôt que les 2 semaines sont passées, cet épisode-là devient disponible sur Internet. Pour les gens qui veulent le regarder un peu partout sur la planète, ça va être disponible. On garde l'exclusivité pour la télévision, c'est bien normal. On est une télévision câblée. Oui. Donc, on garde 2 semaines d'exclusivité. Et au bout des 2 semaines, l'émission est disponible en ligne. Alors, je te remercie, Ghislain. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a des partenaires à remercier? Il y a beaucoup de partenaires à remercier. Premièrement, il y a le ministère de la Culture et des Communications du Québec, sans qui le projet aurait été impossible. J'aimerais remercier tous les gens là, qui vont se voir. Ne paniquez pas, vous ne serez pas dans le générique, ça aurait été impossible. Ça aurait été une folie. Tous les gens que vous allez vous voir, vous n'apparaîtrez pas au générique. Donc, j'aimerais remercier tous ceux aussi qui ont aidé. J'aimerais remercier toi. Vous avez Marc-Antoine Rioux, qui a été journaliste longtemps. Vous avez Jean-François Derry, qui est parti à la télévision avec moi. Et tous ceux, André April, l'incontournable. Non, il ne faut pas l'oublier. Et puis, vous avez tous ceux qui... Là, justement, c'est ça le risque d'en nommer. Il y a Jocelyne Damour qui est décédée, qui travaillait avec nous autres. Plusieurs sont passés. Regardez-vous. Regardez-vous. Et peut-être que vous allez avoir des petites surprises à vous voir à la télévision il y a presque 20 ans. Je remercie aussi tous les gens qui, à travers les années, vont se retrouver. Et si vous n'aviez pas été là, c'est le monde nous regardait. Et regardez qui? On se regardait. Ça prenait des gens à regarder. Donc, vous êtes tous les acteurs, ceux qui sont encore là. Vous allez voir des gens aussi qui sont décédés, des personnes importantes quand même. Dites-vous que si la caméra s'est braquée sur eux autres au cours de ces 11 années-là, c'est parce qu'il se passait quelque chose d'important. Ça fait que j'aimerais remercier tous ces gens-là. Je sais que si je nommais chaque personne, j'allais en oublier. Donc, c'est un remerciement général pour tous ceux qui ont contribué. Qui ont cru aussi à la télévision communautaire. Puis qui ont participé de près ou de loin au projet. En compagnie de Jean-Philippe Rioux, le capitaine du bateau de l'Héritage qui assure la traverse entre Trois-Pistoles et les Escoumins. Tout d'abord, comment a été votre saison, monsieur le capitaine? Ça a été bien côté achalandage, ça a été plus difficile côté météo. On a eu quand même des forts vents tout l'été et du brouillard, beaucoup de brouillard cette année. Je crois que la corne de brume se fait entendre plus souvent qu'à l'habitude. Oui, en fait, on a eu du brouillard jusque presque début septembre. Habituellement, début août, là, le brouillard, c'est pas mal terminé. Là, cette année, ça nous a tenus épais et longtemps. Quand se termine la traverse entre Trois-Pistoles et les Escoumins cette année? Le mardi 10 octobre, c'est le mardi suivant l'Action de grâce.
Donc, vous avez eu quand même un bel achalandage cet été. Puis, je crois qu'il y a eu une petite nouveauté durant le mois d'août, je crois. Il y a eu un spectacle à bar. En fait, on a eu 2 nouveautés. On a eu un gala de lutte avec Lutte à l'Est. Et puis, on a fait un spectacle aussi de musique à bar le 26 août à Trois-Pistoles et un le 9 septembre aux Escoumins. J'espère qu'ils ne vantaient pas comme aujourd'hui parce que peut-être que le drum serait ramassé sur le dos. En fait, la première fois à Trois-Pistoles, le spectacle s'est déroulé sur le pont des véhicules parce que justement la météo, on ne savait pas trop. Donc, on était à l'abri de la pluie, à l'abri du vent. Ça s'est super bien passé. Sauf que le son dans une canne de conserve, c'était plus difficile à gérer. Puis aux Escoumins, on l'a fait d'une manière différente. Là, j'étais comme sur le toit du bateau. Les gens étaient sur le pont passerelle. Et ils vantaient un petit peu, mais quand le spectacle a commencé, le vent a tombé, donc c'était numéro 1. Bon, mis à part la traversée, le spectacle, bon, la cale sèche s'en vient pour le bateau. Je sais qu'en début de saison, il y a eu une réparation à faire sur le bateau, donc la saison a commencé un petit peu plus tard que prévu. Mais cette année, est-ce qu'il va y avoir des réparations à venir pour entretenir le bateau? En fait, présentement, on est en appel d'offres public les dépôts sont au 16 octobre. Donc, au 16 octobre, on va ouvrir les enveloppes puis on va voir qui a soumissionné et où et comment. On a 2 projets pendant l'hiver jusqu'au printemps prochain. Le premier, c'est le changement de la chaloupe et du bossoir pour la chaloupe de sauvetage. Et le deuxième, qui est le plus gros projet, c'est vraiment le réaménagement des ponts passagers. Donc, la billetterie, le restaurant, le quartier d'équipage, les salles de bain. Donc, ça, c'est quand même un bon projet. On voulait le faire l'hiver passé, avec... les équipements ont tardé à rentrer. Il y a eu comme plein de petites choses qui se sont passées. Fait qu'on a été obligé de le repousser à cet automne. Fait que, en théorie, ça devrait se faire à notre prochaine saison morte entre le 15 octobre et le 15 mai prochain. Alors, merci de ton temps, Jean-Philippe. Je sais que tu es bien occupé. Merci d'avoir pris le temps de nous avoir accordé une entrevue. Ça fait plaisir. Bonne nouvelle aujourd'hui, donc c'est toujours agréable d'animer un événement où il est question de bonnes nouvelles. Sans plus attendre, j'aimerais vous présenter Mme Édith Montembeault, elle est invitée au micro. Mme Montembeault, qui est présidente de la Corporation du tourisme et du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles. Mme Montembeault. Notre corporation là, est vraiment très fière d'être l'organisme porteur d'un projet grandiose et générateur de développement culturel, touristique et économique pour notre milieu et pour toute la région du Bas-Saint-Laurent. Il y a 4 ans déjà, une idée originale prenait vie au sein du comité embellissement de la ville de Trois-Pistoles. Illuminer de manière architecturale l'extérieur de notre fabuleuse église, et ce, de façon permanente. Puis, suite à un éclat de lumière, l'idée évolua vers un projet consistant à magnifier l'église Notre-Dame-des-Neiges pour la transposer en produit d'appel touristique à fort rayonnement. Les choses se sont structurées, appuyées par une solide équipe de partenaires, de bénévoles et de collaborateurs. L'équipe de coordination qui est en marche là, depuis les tout premiers débuts est formée des partenaires suivants. Je vous les nomme. Le comité embellissement de Trois-Pistoles, la ville de Trois-Pistoles, la SADC des Basques, la fabrique de la paroisse ici Notre-Dame-des-Neiges, le CLD des Basques, la MRC des Basques, la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux et Tourisme Bas-Saint-Laurent. Au cours des dernières années, plusieurs étapes ont été réalisées avec l'appui de divers collaborateurs. Je vous les nomme aussi. Il y a eu une étude de marché et de faisabilité, et nos collaborateurs là-dessus furent le collectif Nova Service Conseil et BC2. Il y a eu un préconcept d'un produit d'appel touristique intérieur avec le budget d'opération et les prévisionnels attachés, en collaboration avec la boîte interactive. Un préconcept d'illumination extérieure architecturale de l'église avec l'estimé budgétaire correspondant, et notre collaborateur pour cette partie du projet a été le groupe RPF. Puis la mise en place d'un comité stratégique de communication et de financement, ainsi que l'embauche d'un consultant en communication et planification de campagne de financement,
M. Sylvain Dionne de Communication Sylvain Dionne, que vous connaissez déjà, caché ici derrière. La réalisation d'un nouveau site web jumelé, Fabrique de Trois Pistoles et Corporation, réalisé par Audace Marketing. Et Audace Marketing a également collaboré à la création de l'image de marque de notre projet. Il y a eu ensuite le recrutement de la présidence honoraire. Et enfin, l'embauche de la chargée de projet aux communications et à la coordination de la campagne de financement majeur, Mme Marie-Hélène Proux, que vous aurez l'occasion d'entendre dans quelques minutes. Nous sommes donc ici aujourd'hui avec encore beaucoup d'énergie pour la suite des choses. Et nous invitons maintenant la population et les gens d'affaires à embarquer rapidement dans le train avec nous pour donner vie au spectacle et s'associer à un projet qui préserve et bonifie la vocation de cette Église majestueuse. Pour vous parler de la mise en contexte et des objectifs du projet à venir, vous résumer brièvement les démarches qui ont été réalisées à ce jour et vous présenter l'identité visuelle et la réflexion qui a mené, la réflexion de conception. J'invite M. Philippe Veilleux. Quand je suis arrivé à Trois-Pistoles pour la première fois, je ne viens pas de la région, mais j'ai adopté la région avec beaucoup de bonheur et d'amour, cette belle région-là, des Basques. Ce qui m'a frappé le plus, moi qui venais de Saint-Georges-de-Beauce, c'était cette église-là, évidemment. Quand je suis arrivé au cœur de la ville, j'ai vu ce bâtiment-là, j'ai fait « Oh là là! » Mais je l'avais déjà vu sur une bière d'Unibrou, j'avais déjà vu cette image-là, avec l'image du cheval noir, cette belle église-là. Donc, c'est une église connue, évidemment, à la grandeur du Québec, et peut-être même au-delà. Beaucoup de touristes européens qui sont venus la prendre en photo. C'est une église qui se fait poser encore énormément. C'est notre fierté, ce bâtiment-là, je pense, au niveau des Basques, au niveau même de la région du Bas-Saint-Laurent. C'est une église qui se retrouve souvent sur tous les pamphlets promotionnels du Bas-Saint-Laurent au niveau du tourisme. Donc, une grande fierté, ce bâtiment-là. Et, comme on dit, c'est une église qui a la prestance d'une cathédrale, sans être une officiellement. C'est un monument emblématique, identitaire pour Trois-Pistoles et la région, je dirais, du Bas-Saint-Laurent. C'est une église, comme vous le savez, qui est protégée par le gouvernement du Québec en raison de sa valeur historique, patrimoniale, culturelle, architecturale. Donc, une église remarquable, comme vous le savez très bien. La renommée de cette église-là n'est plus à faire, évidemment. C'est une église qui contient encore une occupation au niveau du culte. Il y a encore des cérémonies religieuses et des mariages, il y a des cérémonies dans des situations moins heureuses. Il y a aussi des spectacles. Il y en a un gros qui s'en vient, Time It Was. Il va y avoir pratiquement 600 personnes qui vont assister à ce spectacle-là en fin de semaine, organisé par André, Edith, la corporation. Et il y a au moins 2 ou 3 spectacles de grande envergure comme ça qui s'y déroulent encore chaque année. Et évidemment, c'est une église qui est au carrefour du vrai et du légendaire. C'est une église qui marque l'imaginaire. Et c'est une salle de spectacle, comme on disait, évidemment. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont données en spectacle ici. Il y a eu Marc Hervieux, dernièrement, qui avait rempli la salle à craquer. Il y a eu des orchestres à grand déploiement qui sont organisés. Donc, il y a de la place, un super bel endroit qui est reconnu et dont la notoriété n'est plus à faire comme lieu de rassemblement. On parlait de la bière Unibrou, là. Bon, c'est cette image-là, moi, j'avais vue là, quand j'étais jeune. La première fois que je commençais à boire de la bière, c'est ce que je voyais circuler. Les premières Unibrou, je me disais, oh là là, wow, ça donne à rêver. Et Trois-Pistoles, à ce moment-là, je me disais, Trois-Pistoles, Bas-Saint-Laurent, OK, c'est intéressant. Et voilà. Donc, une ville de contes et légendes, évidemment, depuis longtemps qu'il y a des légendes fondatrices à Trois-Pistoles qui circulent, qui sont présentées de différentes façons. Et on a évidemment le rendez-vous des Grandes Gueules de Trois-Pistoles, qui est un peu le festival signature là, de Trois-Pistoles et des Basques. Quelques enjeux importants au niveau de ce monument-là, évidemment, comme vous savez, comme un peu partout aussi, l'obligation de procéder des travaux majeurs de restauration du bâtiment pour assurer la pérennité à moyen et long terme du bâtiment. Évidemment, c'est pas une petite chapelle là, qu'on peut. C'est un gros bâtiment qui nécessite des gros travaux. Et heureusement, quand même, le bâtiment est quand même classé au niveau du gouvernement du Québec, cité, ce qui permet d'aller chercher un 80% de subvention pour les travaux qui ont été faits et les travaux qui restent à venir.
mais il y a beaucoup de travail de gestion de projet autour de ça. Et on tient à souligner aujourd'hui le travail exceptionnel, entre autres, de Mme Christine Dubé, qui a travaillé énormément pour faire les appels d'offres, gérer tous les travaux. Une madame qui a, je dirais, un gros bagage et qui a une expérience impressionnante et qui en a pris énormément sur ses épaules au cours des dernières années. On espère avoir Christine pour les prochaines années pour tous les travaux qui restent à poursuivre. On va en parler un petit peu tantôt. Évidemment, dans les enjeux, c'est la diminution des revenus autonomes, comme partout au Québec, évidemment, les revenus de la fabrique pour les coûts d'entretien, chauffage, etc. L'autre chose, c'est sûr, c'est plus comme dans les années 30, les gens vont quand même moins à l'église, je vous apprends rien là-dessus. Donc, c'est quand même un bâtiment qui est, disons, qui est inoccupé une bonne partie de l'année, une bonne partie de la semaine. On pourrait dire peut-être à 95% du temps, c'est un bâtiment qui est vide, si on peut dire, qui est en plein cœur du centre-ville. Les gens viennent le visiter. Il y a encore des visites guidées de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux. Cet été, ça a super bien fonctionné. Ils font un super beau travail là-dessus. Et il y a encore des célébrations. Mais au-delà de ça, c'est un bâtiment qui est quand même, on pourrait dire, sous-utilisé au niveau touristique, au niveau économique, au niveau patrimonial. Donc, c'est un des enjeux importants. Et c'est cet élément-là qui nous a amené à une réflexion pour développer un projet au niveau de cette église-là. Et l'importance de développer l'attractivité et la fonction touristique du monument. Et évidemment, la SADC, nous, on est impliqués avec la ville, avec différents partenaires, des jardins, les gens d'affaires, pour revitaliser le centre-ville depuis plusieurs années, revitaliser la ville de Trois-Pistoles et les Basques aussi. Donc, cette église-là, fait partie de l'équation. C'est une église, premièrement, c'est un peu notre moteur d'attractivité à Trois-Pistoles. Donc, comment la mettre en valeur, comment aller plus loin avec ce bâtiment-là. Et le projet qu'on vous présente aujourd'hui, évidemment, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, c'est de développer un nouveau produit d'appel touristique régional dans l'église de Trois-Pistoles. Vraiment, de positionner Trois-Pistoles au niveau touristique, d'assurer que les gens vont arrêter en ville, vont arrêter de voir ce bâtiment-là. Les gens viennent déjà le voir, mais on veut qu'ils rentrent à l'intérieur, on veut qu'il y ait des retombées économiques, on veut que le message circule. Et on veut profiter de ce monument-là exceptionnel pour rayonner au niveau national le plus possible, puis peut-être même international, si possible. Le projet qu'on vous présente aujourd'hui, on ne vous le présentera pas dans son entièreté, évidemment, mais on vous présente les grandes lignes pour que vous compreniez où on s'en va avec ça. C'est un projet qui a deux volets complémentaires. Il y a un volet spectacle et un volet lumière, si on peut dire, là, qui est la présentation d'un spectacle immersif permanent dans l'église de Trois-Pistoles. On parle d'un spectacle qui serait présenté, si tout va bien, là, au niveau financier, on parle à l'été 2026, de présenter ce spectacle-là. Et ça serait un spectacle qui serait permanent, qui serait présenté en saison estivale. On parle de possiblement 4 jours par semaine, ou plutôt 4 soirs par semaine. Et aussi dans certains moments clés dans l'année, que ce soit dans le temps des fêtes, que ce soit dans des moments où il y a moins d'offres culturelles, bien là, ce spectacle-là sera aussi présenté, disons, sur 4 saisons, mais principalement en été. Et c'est un spectacle pour monsieur, madame, tout le monde, immersif. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Pour ceux qui ont été voir des spectacles comme Foresta, Lumina, Aura, à la Basilique Notre-Dame à Montréal, qui est un spectacle incroyable présenté par Moment Factory, qui aussi, comme on dit, ce sont des spectacles qui rapportent quand même des sous. Et les gens qui vont acheter un billet, qui vont venir voir le spectacle, dans le fond, vont contribuer à la mission d'apporter de l'argent neuf, comme on dit, pour soutenir les travaux de restauration de cette église-là à long terme. Donc, en venant voir le spectacle, les gens vont, par leur billetterie, par leur billet, vont avoir une partie qui va soutenir à long terme le maintien de ce bâtiment-là avec tous les travaux qui sont nécessaires. Donc, il y a une mission sociale derrière ce spectacle-là. Évidemment, ce spectacle-là va avoir des retombées économiques pour le milieu, pour les restaurants, etc. On va faire rentrer des gens en ville, de l'achalandage, peut-être des gens qui vont dormir une nuit de plus, qui vont aller dans nos commerces, qui vont aller visiter des attraits au niveau des Basques, qui vont sortir aussi. Donc, aller chercher une certaine rétention touristique.
Et dans ce volet-là, il y a aussi le volet d'illumination extérieure du bâtiment, qui était notre idée principale au départ. On s'est dit qu'il faut faire rentrer les gens à l'intérieur aussi. Donc, c'est ce qui fait le premier volet. L'autre volet, ça va de soi, c'est la poursuite des travaux de restauration du bâtiment. Donc, la campagne qu'on lance aujourd'hui va venir soutenir aussi ceux qui le souhaitent avec le montant qu'ils vont donner, vont pouvoir choisir de soutenir l'argent nécessaire pour les prochains travaux de restauration, qui sont quand même évalués à plusieurs millions. On va en parler dans quelques instants. Donc, ce qu'on souhaite, c'est engager les spectateurs dans une expérience multimédia, immersive, originale, une avant-première en 2025, si possible, et l'ouverture au public en 2026. Et aujourd'hui, ce qu'on vous dévoile, c'est le nom du futur spectacle, en fait, là, et l'image de marque de ce futur spectacle-là. Donc, le slogan, c'est « Tout commence par un éclat de lumière ». Et le titre du spectacle, c'est « Luz ». Luz, tout commence par un éclat de lumière. Et ce qui va être différent, peut-être, de ce qu'on voit un petit peu au niveau de la région, au niveau du Québec, c'est que le spectacle va s'appuyer sur une légende inédite. Tropstol, on disait tantôt, ville de légende, ville de conte. Donc, ce qui va être immersif va s'appuyer sur une légende inédite, une légende oubliée, une histoire inédite, comme si on dépoussiérait une histoire qu'on avait oubliée dans le temps. Et Luz sera le personnage central. On parle d'un prénom féminin, basque, qui veut dire lumière. Et l'histoire qui sera racontée d'une façon immersive, qui sera présentée, s'appuiera sur l'histoire de Luz. Et tout commence par un éclat de lumière. C'est la référence à une des légendes fondatrices de Tropstol, la légende de la neige, qui sera aussi interprétée. Donc, on va partir, cette histoire-là est déjà rédigée, est déjà dépoussiérée, si on peut dire. Ça va être une histoire qui va être impressionnante. On a été impressionnés par cette histoire-là. Et on recule jusqu'à la préhistoire de Tropstol, c'est-à-dire les pêcheurs basques, les échanges qu'on a eus avec les communautés autochtones à ce moment-là. Et c'est un peu les premières choses qui sont passées là, avant Jacques Cartier, là, en face de Tropstol. Et on remonte jusqu'à la construction de la 5e église de Tropstol, qui est l'église actuelle. Donc, ça va être un monde imaginaire intéressant. Le logo, on le présente, le logo, l'image de marque, en fait, Luz, tout commence par un éclat de lumière, a été, on a demandé à Audace Marketing, qui sont ici aujourd'hui, qu'on remercie, Pierre Vallée et Sarah Lissandre, qui ont fait la route aujourd'hui, une belle route, pour venir nous voir, avec qui on a travaillé ça. On a travaillé aussi le site web avec eux. Et vous remarquerez dans le logo de Luz, on voit quand même les arches de l'église. On remarque même la queue d'une baleine. Il y en a qui vont voir une silhouette féminine ou une coiffure féminine. On remarque aussi l'éclat de lumière sur le dessus, comme une chandelle, si on peut dire. Donc, vous prendrez le temps de regarder cette belle image-là. Vous allez voir toutes sortes de choses. Donc, voilà. C'est un peu le slogan le slogan et l'image de marque qui va nourrir l'imaginaire pour les 2 à 3 prochaines années de la campagne de financement. Donc, c'est comme ça vous présentera un petit peu l'affiche du futur spectacle. Évidemment, mise en lumière extérieure de l'église, on y revient un petit peu, on en a parlé tantôt. Château Frontenac, à Tropstol, le Château Frontenac, c'est l'église ici. Donc, il faut l'éclairer. On ne peut pas le laisser dans le noir le soir. Même chose à Paris, c'est la Tour Eiffel. Puis, il y a des petites municipalités comme Lac-Mégantic, et il y en a plusieurs autres au Québec qui ont quand même commencé à éclairer leur église. Donc, on veut s'inscrire dans ce mouvement-là. Donc, on a fait faire quand même des premiers, on a quand même commencé des choses. C'est un projet qui va se faire en étapes. Il faut que les travaux de restauration du bâtiment soient quand même réalisés pour pouvoir procéder à l'illumination extérieure. Donc, quand il y a eu des travaux de façade qui se sont faits l'année dernière, il restera le parvis, il restera les fenêtres, et quand on aura terminé tout ce qui touche la façade, ben là, on pourra se dire, on commence par une illumination de la façade.
Éventuellement, on veut éliminer même les clochers. On veut éliminer le dôme central. Donc, faire vraiment ressortir ce bâtiment-là pour que les gens qui sont sur la côte nord le voient bien, pour que les gens qui s'en viennent de Rimouski, qui s'en viennent de Rivière-du-Loup, le voient très bien à partir de la route. Ou d'un rang, le rang 2 ou le rang 3. On en parlait tantôt, travaux de restauration de l'église, on finit là-dessus. C'est pas une cachette pour personne. Comme un peu partout, c'est un enjeu important. Il faut refaire le parvis, du moins le restaurer. Il y a beaucoup de... Si vous allez faire un petit tour sur le parvis, vous pourrez remarquer qu'il y a quand même du travail à faire là. Les portes et les fenêtres sont à restaurer, évidemment. Et le dôme central, même, est à retoucher au niveau de l'extérieur, gros morceau. Et on parle même peut-être des travaux de maçonnerie, évidemment. C'est un édifice en pierre. Et on parle aussi, les gens, ce qui remarquent beaucoup, c'est que la toiture est rouillée, elle a été oxydée. Il n'y a pas de problématique d'infiltration d'eau, c'est pas ça la problématique, mais éventuellement, on pense à peut-être voir s'il n'y a pas moyen de la repeinturer pour y donner vraiment une nouvelle vie à cette toiture-là. Donc, c'est les travaux qui s'en viennent. Ces travaux-là sont évalués. Les travaux sont évalués à 1,5 million. Et ça, on parle de 20 des travaux qui restent à faire. C'est la partie qui n'est pas subventionnée par le gouvernement. Donc, c'est la partie qu'il faut que le milieu donne. En fait, c'est la fabrique qu'il faut qu'il donne ce montant-là, officiellement. Sauf que on sait que la fabrique tout seul, il n'y arrivera pas. Donc, c'est pour ça que, vu qu'on présente un spectacle, on veut avoir une salle de spectacle qui soit sur la couche, comme on dit, qui soit en bon état pour plusieurs années. Et les gens vont contribuer aussi par leur billet comme spectateurs, évidemment. Donc, 1,5 million pour ce volet-là de la restauration du bâtiment et 2 millions qui est associé au futur spectacle permanent. On parle de la conception. Actuellement, on a un pré-concept. On va tomber dans un concept élaboré dans les prochains mois, au début de l'année 2024. Et on parle aussi de la production du spectacle, la présentation multimédia. On parle tout de l'équipement que ça va nécessiter, système de sonorisation, d'éclairage. On parle aussi de la promotion initiale de ce spectacle-là. Si on veut que les gens de partout au Québec viennent le voir, ça va nous prendre une promotion nationale pour annoncer nos couleurs là-dessus. Et on parle aussi, évidemment, de l'illumination extérieure. Donc, tout ce qui est l'aspect lumineux, spectacle technologique, c'est le 2 millions. Et le 1,5, c'est la restauration du bâtiment. La restauration du bâtiment, ça va se faire aussi sur plusieurs années. On en convient bien, ça se fait par étapes. Donc, un objectif global de 3,5 millions, ce qui paraît quand même beaucoup, mais je vais laisser quand même Marie-Hélène, la coordonnatrice de la campagne de financement, venir nous expliquer comment tout ça va s'orchestrer. Et aujourd'hui, on lance le premier volet. On se donne un premier objectif de 1,5 million pour une campagne qui va viser monsieur, madame, tout le monde et les petites entreprises. Comme Philippe le disait, aujourd'hui, on lance le premier volet de la campagne de souscription populaire. En fait, avec ce premier volet-là, on cherche à aller obtenir 1,5 million sur une durée de 3 ans. En fait, on va aller chercher vers les donateurs privés, les PME, les petites corporations. Donc, puis on parle de donateurs privés, mais pas seulement de la région de Trois-Pistoles, mais tous ceux qui ont un attachement pour la région, tous ceux qui croient à son potentiel de développement socio-économique. Parce que, comme Philippe le disait, c'est un projet qui est porteur autant pour au niveau patrimonial, socio-culturel, économique. Donc, ça va amener les gens dans la région. Alors, ce premier 1,5 million-là, on vise vraiment à aller le chercher chez les donateurs privés et les petites entreprises. En parallèle à ça, on va viser plus large un peu. Je dis en parallèle, mais au cours des prochains mois, on va lancer le volet corporatif de la campagne. Pour ce volet-là, c'est 2 millions, dans le fond, qu'on cherche à aller, qu'on veut aller amasser chez les entreprises régionales, supra-régionales, les grandes corporations nationales et aussi là, les programmes gouvernementaux ciblés. Ça fait plusieurs mois que notre équipe cherche en fait les programmes qui sont pertinents pour notre projet. Donc, pour aller chercher autant dans les paliers provinciaux que fédéraux, provincial, fédéral, les montants là, qui pourraient s'ajouter aux 2 millions de dollars. Et ça m'amène aux membres. Pour ce gros projet-là, on avait besoin de s'entourer d'une équipe dynamique
C'est une équipe qui est impliquée là, dans la région sur plein de niveaux, à différents égards. Des personnes qui ont à cœur le développement de Trois-Pistoles, qui sont impliquées là, bénévolement dans leur quotidien. Il y a Mme Rachel Malenfant, il y en a qui sont parmi nous aujourd'hui, Steve Leclerc qui est absent, Martin Gendreau, Jacinthe Veilleux, Edith Montembeau, qui est notre présidente, Chantal Pellerin, Philippe Veilleux et moi-même qui va coordonner l'ensemble du cabinet de campagne. Ce cabinet-là, en fait, va être formé, il y a divers membres là, qui vont peut-être s'ajouter au cours des prochaines semaines, mais on devrait le compléter là, dans les prochains mois. Et nous avons la chance aussi d'avoir une coprésidence honoraire de 2 personnes très, très impliquées dans la région, qui ont permis là, la mise en place de plusieurs projets porteurs pour la municipalité depuis les années 90, là, qui sont présents à Trois-Pistoles. Donc, j'inviterai M. Jean-François Desgagnés à venir vous dire un petit mot sur les raisons pour lesquelles il croit au projet autant que nous. Donc, quand on a été sollicité, Marie-Josée et moi, pour être coprésident d'honneur, la décision a été très simple. Vous savez, moi, je suis un étranger de 25 ans. Ça fait 25 ans qu'on est à Trois-Pistoles, on est arrivé en 98. Mes 3 enfants ont été baptisés ici à l'église de Trois-Pistoles. L'église, c'est un lieu de culte, mais c'est aussi un lieu de rassemblement. C'est un lieu de fête, c'est un lieu où on vit des deuils. C'était historiquement l'endroit où les gens se rassemblaient. Aujourd'hui, je pense qu'il faut, puis souvent on mettait on mettait l'église, puis tout se construisait autour de l'église. Les centres commerciaux, des choses comme ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut remettre l'église au cœur du village. C'est ça la réalité. Notre église, elle a besoin d'amour, elle a besoin de renaître. Pour nous, pour Marie-Josée puis moi, on s'implique dans ça parce qu'on y croit. Aujourd'hui, moi je suis un contre-exemple. Je suis originaire du Saguenay. Et les gens disent on ne peut pas sortir quelqu'un du Saguenay. Aujourd'hui, quand les gens me demandent d'où je viens, moi je viens du Bas-Saint. Mes enfants sont nés à Trois-Pistoles. Ma ville, c'est Trois-Pistoles. La ville, la région m'a donné beaucoup. Je suis privilégié. Aujourd'hui, c'est le temps de redonner. Fait que si je peux inspirer les gens, si on peut inspirer les gens comme une famille, on va travailler fort pour ça, pour arriver à ce projet extraordinaire pour notre Église, pour notre municipalité, pour notre région. Fait que le message que j'ai ce matin, c'est que le train est parti. Maintenant, là, il faut embarquer dans le train, il faut aller de l'avant. Je vais poursuivre avec les différents outils de communication qu'on a mis en place au cours des derniers mois. En fait, on a travaillé en collaboration avec Publicom pour créer le même visuel qui va être décliné de différentes façons. Il est décliné en affiches et en encarts. En affiches pour placarder dans les différents commerces de la région et des encarts qui vont être distribués dans différents événements, comme par exemple le spectacle Time It Was de samedi. On va distribuer des encarts pour sensibiliser la population, pour la mobiliser et l'informer sur le projet qui est à venir. On a aussi créé, dans le fond, le visuel. C'est une photo du cliché du talentueux photographe Patrick Nadeau qu'on a trouvé, en fait, puis on trouvait qu'elle s'harmonisait en tout point avec l'image de Luz qui a été créée par Audace. En fait, toutes les couleurs chaudes et enveloppantes, les teintes de rose, d'oranger et de jaune qui rappellent évidemment les couchers de soleil. Et puis, coucher de soleil, vous le savez, c'est un élément qui fait la renommée de la région de Laurentienne, notre notoriété nationale, voire même à l'international. Nos couchers de soleil sont parmi les plus beaux au monde. Donc, on voulait vraiment que cette image-là revienne sur tous nos visuels, question aussi d'uniformiser, que les gens reconnaissent la campagne de financement très rapidement. On a aussi créé, dans le fond, un site web en collaboration toujours avec Audace Marketing. Ce site web-là va donner, oui, toutes les informations qu'on retrouve dans la pochette, mais aussi les changements en temps réel. Donc, tout ce qui est l'actualité médiatique, tout ce qui est les avancements du projet, nous, on va mettre le site à jour en temps réel. On va également créer une page Facebook sous peu qu'on va vous inviter à partager pour que le plus de gens possible soient au courant du projet. Les gens peuvent faire un don à titre personnel. En fait, les gens vont pouvoir donner en ligne
via le site, le petit bouton qui va mener vers la page Canada. Les gens qui vont donner en ligne vont obtenir un reçu d'impôt automatiquement. Les gens peuvent également donner par chèque avec l'adresse qui est bien indiquée. Mais on a aussi une façon de donner pour les entreprises. Les entreprises, en fait, on leur a créé un programme de visibilité qui, dans le fond, en contrepartie de leurs dons, selon la nature, le montant du don, vont avoir une visibilité promotionnelle. En fait, ils vont être comme des commanditaires, des partenaires, ils vont tenir une visibilité dans notre projet. Et à ce sujet-là, nous sommes très heureux aujourd'hui d'annoncer notre premier partenaire majeur officiel. Donc, plus tard, ultérieurement, on va vous dévoiler toute la nature de ce partenariat-là et les détails. Mais pour l'instant, j'inviterai Roberto Dionne de Desjardins à venir vous dire un petit mot. Écoutez, Desjardins de tout temps a été au cœur des réalisations les plus significatives dans les communautés du Québec et c'est encore le cas aujourd'hui. La Caisse Desjardins des Basques est fière de porter ce flambeau-là dans notre MRC, dans notre coin de pays. Nous sommes présents quand ça compte. Partout où nous pouvons avoir un réel impact sur l'avancement de nos municipalités, tant sur le plan économique, social, communautaire, culturel, sportif ou touristique, comme dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui. Nous avons à cœur de soutenir les événements du milieu, les projets de développement et les initiatives structurantes de nos gens. Lorsqu'on nous a présenté le projet dont il est question aujourd'hui, le projet ELUSE, on a tout de suite entrevu le potentiel à long terme. On a immédiatement saisi toute l'importance des retombées possibles que ça pouvait avoir dans notre coin de pays, mais aussi pour tout le Bas-Saint-Laurent. Alors, ce projet il a été soigneusement structuré. Il est soutenu par des partenaires solides d'ici, défendu par des gens convaincus, convaincants et persévérants. Nous y croyons tellement que nous avons accepté de nous y associer sans réserve avec toute la force, l'appui de toute la force de Desjardins. Nous sommes fiers d'être le premier partenaire majeur à joindre ce projet. Tous les détails de notre implication, que je pourrais qualifier de substantielle, nous allons éventuellement, dans une conférence de presse, pouvoir à ce moment-là, et les gens des médias, bien entendu, seront invités, et nous pourrons à ce moment-là donner les montants exactement. Alors pour le moment, sachez que la Caisse des Basques et Desjardins, nous sommes les premiers à la ligne de départ. On est confiants de la réussite de ce projet et à bientôt pour une annonce officielle. Félicitations aux organisateurs et je vous souhaite une bonne journée, mesdames et messieurs. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été présent. Merci d'appuyer la cause et merci surtout de la faire rayonner, puisque étant assis ici pour la plupart, assis et assises ici pour la plupart, nous en devenons des ambassadeurs. Donc, merci encore une fois d'avoir été là. Bonne journée. Et c'est ainsi que l'émission de la semaine s'achève. J'espère que vous aurez apprécié les reportages qui ont été préparés pour vous. Je vous invite encore une fois à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de voir ou de revoir les reportages ou les émissions qui vous intéressent. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH.